Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Aurélie. Bonjour Dans Jérôme. cette chronique, on va parler d'artistes ou d'œuvres que vous aimez. On commence en musique avec un chanteur que vous appréciez et dont le concert à Carcassonne vous a marqué. Il s'agit d'Elton John. On peut entendre Your Song, une chanson sortie en 1970, au début de la carrière d'Elton John. Alors dans cette chronique, on aime bien revenir sur les débuts d'artistes qui ont connu la gloire et le succès, pour rappeler qu'avant d'être au top, certains sont parfois passés par des traumatismes ou des épreuves difficiles avant de décoller ou de rebondir. Quelque chose qui vous parle forcément, Aurélie. Alors des épreuves qu'on a tendance à oublier quand un artiste est au sommet de sa gloire. Concernant Elton John, il baigne très tôt dans la musique en écoutant les disques de jazz de son père, mais il connaît une enfance assez solitaire. Son père est très froid et très strict avec lui. Il ne lui porte que très peu d'attention. Ses parents se disputent très souvent. Le petit Elton se sent seul dans ce foyer austère et sous tension permanente et souffre de n'avoir ni frère ni sœur. Il se réfugie alors dans la musique, qui pour lui constitue un grand réconfort affectif. Vous l'avez dit à l'instant, la musique vous a sauvé la vie. Et bien dans une certaine mesure, Elton John, lui aussi, la musique a un peu sauvé son enfance, on peut dire. Terriblement introverti, Elton John est en plus très complexé à l'époque par son physique de petit gros et ses habits démodés, je le cite. Il expliquera d'ailleurs plus tard que son goût pour les tenues extraverties est venu en réaction au look que lui donnaient ses parents. La preuve, s'il en était besoin, qu'une enfance peut conditionner toute une vie. Et le destin d'Elton John, il va basculer suite à un échec. Nous sommes en juin 1967, Elton John a 20 ans. Il répond à une petite annonce d'un journal musical londonien dans laquelle le label Liberty Records et le producteur Ray Williams cherchent des artistes. Elton John se présente à l'accueil, il dit qu'il sait chanter et composer, mais qu'en revanche, il ne sait pas écrire de paroles, ce qui est vrai. À sa très grande déception, il est donc éconduit. Avec un certain dédain, la personne en charge de l'accueil lui tend alors une enveloppe scellée qui contient la candidature d'un parolier, une candidature et une enveloppe prise au hasard. Dépité, Elton John ouvre cette enveloppe sur le chemin du retour, dans le métro. Il découvre alors les textes d'un certain Bernie Taupin, un auteur lui aussi inconnu à l'époque. Il cherche alors à rencontrer ce Bernie. Naît alors une grande amitié, mais surtout une grande collaboration, puisque Bernie Taupin va écrire la plupart des chansons d'Elton John et plus de 30 albums jusqu'à aujourd'hui encore. Wow. Avec le succès qu'on leur connaît. Un destin absolument incroyable qui prouve que même quand on est brisé, le meilleur peut arriver à tout moment, Aurélie Preston. Exactement. On va poursuivre dans votre univers culturel, Aurélie, avec de la littérature et votre livre préféré. Oui, il s'agit de Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Alors un roman publié en 1954. C'était le premier de l'écrivaine et elle n'avait que 18 ans quand il est sorti. Elle était même mineure quand elle l'a écrit. Alors ce livre, je ne vais pas tout dévoiler, mais ce livre raconte l'histoire donc de Cécile, une lycéenne parisienne qui vient de rater son baccalauréat, qui passe l'été de ses 17 ans dans une villa de la Côte d'Azur avec son père, Raymond, veuf depuis 15 ans, et la nouvelle compagne de ce dernier qui s'appelle Elsa. Les trois héros passent du bon temps, profitant du soleil, de la baignade et de la lecture. Cécile et Elsa se rapprochent, oui mais voilà, tout change lorsque Anne, une amie de l'ex-femme de Raymond fait son irruption dans la maison. Raymond et Anne se rapprochent au grand désespoir de Cécile et Elsa, qui est obligée de quitter la villa. S'ensuit alors un drame que je ne dévoilerai pas pour ceux qui n'auraient pas lu le livre. Alors pour la petite anecdote, Françoise Sagan a rédigé ce roman en cachette en 1953, en l'espace de 6 semaines seulement. En 1954, un an plus tard, alors qu'elle est encore mineure, elle dépose son roman chez Plon et René Julliard, donc deux maisons d'édition. Et c'est ce dernier, Roger Julliard, réputé pour son avant-gardisme et son audace, qui réagit en premier en signant Françoise Sagan. Le livre, qui paraît sous fond d'émancipation féminine, est en effet une petite bombe à l'époque, puisqu'il arbore ouvertement la libération de la femme, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Preuve en est, à l'image du romancier François Mauriac, qui dénonce, je le cite, le dévergondage de l'adolescence féminine qu'il qualifie de plaie. Dans un édito à charge dans le Figaro, François Mauriac qualifie même Françoise Sagan de charmant petit monstre de 18 ans. Heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Mais au final, les polémiques autour de ce livre contribuent à son succès. Françoise Sagan, qualifiée par certains de nouvelle Colette, devient riche et célèbre en un temps record. Et ça donne raison au père de François Sagan, puisque juste avant la parution du roman,
roman, il avait demandé à sa fille, Françoise Coirez, de son vrai nom, de prendre un pseudonyme de peur que la famille ne soit harcelée, si ça marchait bien ou s'il y avait des critiques. Le harcèlement, déjà à l'époque, ils y pensaient. Eh bien, Françoise Coirez, qui adorait Marcel Proust, avait alors choisi de prendre pour pseudonyme Sagan le nom du prince dans À la recherche du temps perdu. Et François Sagan qui faisait des prescriptions de lecture à notre invité Jean-Paul Antoven, que nous avons reçu 2 fois dans cette émission. On va continuer avec l'une de vos lectures du moment, Aurélie. Vous nous en avez parlé tout à l'heure, je vous ai dit on va y revenir. C'est Le culte du banal de François Jost. Oui, alors difficile de résumer cet ouvrage. On va essayer de faire concis. Alors Le culte du banal, donc un ouvrage sorti en 2007, âge d'or de la télé-réalité. Les audiences et les émissions étaient tout autres de ce qu'elles sont aujourd'hui. Et donc c'est un livre qui traite un sujet que vous connaissez plutôt bien, celui de la télévision et donc évidemment de la télé-réalité. Et d'ailleurs, on apprend quelque chose de très intéressant, parce que hier j'étais encore dessus. D'accord. Et en fait, je trouvais ça hyper intéressant qu'on nous explique qu'au début c'était vu comme une œuvre d'art et la télé-réalité, donc le Loft, était dans les 10 meilleurs films dans les cahiers du cinéma. Exactement. Eh bien, ça rejoint exactement ce que dit François Jost, l'auteur de ce livre, qui pose une question, c'est est-ce que la télé-réalité, si critiquée, ne serait-elle pas une œuvre d'art dans la plus pure lignée de Duchamp ou de Andy Warhol, puisque après tout, l'avènement de ce que certains appellent la télé-poubelle pourrait être finalement, selon l'auteur, considéré non pas comme une nouveauté, mais comme un simple prolongement du culte du banal démarré dès le début du XXe siècle. Alors l'auteur se lance donc dans un récapitulatif du banal dans l'art de ces 100 dernières années. Et il évoque également Marcel Duchamp, qui en 1917 avait acheté un urinoir et l'avait proposé comme œuvre d'art. Et il cite également, vous parliez de film pour le Loft Story, il cite également l'auteur le film Slip, réalisé par Andy Warhol en 1963 et qui montre durant 5h20 précisément un homme en train de dormir. Alors dès lors, selon Jost, si on est capable de s'extasier devant un urinoir ou un homme qui dort pendant 5h20, pourquoi ne pourrait-on pas également s'extasier devant le quotidien de candidats de télé-réalité. C'est en tout cas la question que soulève l'auteur. Chacun se fera sa propre opinion. Après tout, ne dit-on pas que le succès d'un film, d'une émission, d'une œuvre ou d'un artiste se mesure finalement au sifflet qu'il provoque. Alors pourquoi vous êtes adepte de François Jost ? Parce que je trouve ça exceptionnel en termes de psychologie, comment il explique et comment il repart aux racines des choses. Par exemple, il y a aussi l'ère digitale, il explique en fait comment on en est arrivé là et par quoi c'est passé. Donc c'était par Harakiri. Donc c'était le prédécesseur de Charlie Hebdo et en fait il expliquait que ça a commencé de là et que c'était dans les cours d'école et j'aime beaucoup en fait comprendre comment aujourd'hui on en est arrivé là parce que pour moi c'est dommage d'avoir des objets et je cite toujours le marteau soit t'as envie de fracasser la tête de ton conjoint si t'es malade ou t'as envie de juste construire ta bibliothèque. Voilà, donc en fait tout dépend de comment tu utilises les outils. Exactement. Et je trouve que l'être humain là où il est un peu naïf, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on amène par exemple, quand on a eu l'euro, ah super, on a une nouvelle monnaie, on va tous être ensemble, etc., etc. Et on n'a pas vu en fait les problèmes que ça pouvait amener derrière. Internet, pareil. Ah super, on a Internet, on va tous être connectés les uns aux autres, on va avoir accès à l'information, mais on n'a pas vu en fait, encore une fois, la face cachée de l'iceberg. Et c'est dommage en fait de se précipiter comme ça sans voir en fait toutes les choses avant de foncer en fait. On va terminer votre voyage, Aurélie Preston, dans votre univers culturel avec du cinéma et un de vos films préférés, Jérôme Goulon. Oui, alors quand on vous a demandé quels étaient vos films préférés, vous nous avez cité Forrest Gump, dont on a parlé hier ici même, mais aussi La Ligne Verte ou La Vie de David Gale. Mais comme on doit faire des choix, on va évoquer À la recherche du bonheur. Oui. Tant je trouve ce titre vous correspond, Aurélie Preston. À la recherche du bonheur, c'est donc un film sorti en 2006 avec Will Smith en tête d'affiche, qui tourne d'ailleurs avec son propre fils, Jaden. Et ce film raconte donc l'histoire de Chris, un représentant de commerce qui a du mal à gagner sa vie. Sa compagne supporte de moins en moins la précarité et finit par quitter Chris et leur fils de 5 ans, Christopher. Dès lors, un seul responsable de son enfant, Chris se démène pour trouver un job, mais sans succès. Incapable de payer le loyer, il se retrouve à la rue avec son fils. Le père et le fils dorment dans des foyers ou des gares, cherchant des refuges au jour le jour.
perdu dans la pire épreuve de sa vie, Chris continue à veiller sur Christopher, puisant dans l'affection et la confiance de son fils pour surmonter les obstacles. Il finira finalement par remonter la pente et même faire fortune dans une société de courtage. Alors ce film, pour la petite anecdote, il raconte une histoire vraie, puisque ce n'est pas simplement, et puis surtout, ce n'est pas simplement l'histoire d'un pauvre qui devient riche, c'est surtout aussi l'histoire d'une relation père-fils qui est indestructible malgré les pires épreuves de la vie. Encore une fois, la preuve qu'on peut être brisé à un moment de sa vie, mais connaître le meilleur à tout moment. Et puis après tout, comme le disait Françoise Sagan, et c'est par là que je terminerai, elle disait, Françoise Sagan, le bonheur, ce n'est pas un paysage tranquille, ça ressemble à un infarctus. Quand vous ne vous y attendez plus, il vous tombe dessus comme la foudre. Merci beaucoup Jérôme Goulon, merci pour cette chronique.